suis ravi d'être parmi vous. Je m'appelle Clément, j'ai passé les 40 ans depuis un an. J'ai fait une école d'art, je ne suis pas ingénieur. Il y a écrit ingénieur là. J'ai fait plein de métiers différents, j'ai été développeur. Puis après, j'ai travaillé beaucoup dans les côtés opérations. Et puis les 3 dernières boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, c'est vente privée, Mano Mano. Et là, je suis chez Believe. Vous voyez ça en haut à droite. Et Believe, c'est pas forcément connu du grand public, mais ça a 19 ans, donc ça commence à être assez important. J'en parle sur 2 slides et puis après on va dans le cœur du sujet. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est marrant, ça va avoir un rapport un petit peu avec ce dont on va parler. En fait, on est dans la musique. On aide les artistes et les labels indépendants à diffuser leurs albums. Donc c'est il y a à peu près 20 000 releases, 20 000 nouveaux albums qu'on publie comme ça chez les streamers, donc des gens comme Spotify et d'autres. Il y en a plus de 150 des endroits où on distribue les albums. Dans le monde entier, voilà. Donc on a une plateforme technologique pour ça, puis on accompagne les artistes ou les labels dans toutes les phases de leur développement. Donc ça va de la promotion, le marketing de l'album, les couvertures, la gestion des droits, la collecte des royalties, la redistribution. Et il y a toute une couche de software. Et puis ces services-là, on les opère un peu partout. Alors nous, on est à peu près 2000 employés et on a 50 bureaux dans le monde. C'est 1,3 million d'artistes qu'on suit. Et on est vraiment, vous voyez, entre les deux. Il y a les artistes, les labels, et puis il y a les plateformes d'écoute, celles sur lesquelles vous avez votre casque là, toute la journée pour écouter de la musique quand vous codez. Voilà. Ça, c'est nous. Et puis ça, c'est du coup le début de la présentation. Alors ça, c'est censé représenter un artiste chez Believe, vous voyez. Et donc on va parler de plugins custom sur Backstage. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que Backstage. Ce que c'est qu'un plugin dans Backstage. C'est un concept cœur dans Backstage. Il y a plein de plugins qui existent déjà sur Backstage et ça permet de manipuler tous les concepts qu'on a vus dans la slide tout à l'heure avec tous ces trucs là DevOps. Là, il y en avait une slide grande comme ça. Et en fait, vraiment, l'idée de Backstage, c'est de pouvoir avoir un portail pour centraliser tout au même endroit. C'est un peu l'anneau du Seigneur des Anneaux, si vous voulez, quoi. En tout cas, c'est d'avoir un endroit unique pour la communauté de développeurs pour comprendre où sont leurs déploiements, est-ce qu'ils fonctionnent, voir le monitoring, trouver des blocs de CI/CD utilisables, voir s'il y a des tests sonars cubes qui n'ont pas marché. On peut vraiment agréger plein de choses, de la qualité, de la sécurité. Vous pourrez avoir des CVE sur vos projets, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un endroit où tous les métiers peuvent se retrouver et on arrive à diffuser ça, à montrer ça aux équipes, aux feature teams. Donc c'est une belle promesse, ça paraît fou. On va essayer de regarder un peu ce que ça fait. Voilà. Petite explication du coup des 3 courants dont on a beaucoup là, un petit peu parlé et puis que tout le monde connaît. Moi j'essaye d'en reparler pour vous montrer les différences. Donc il y a la notion de DevOps. Ça c'est Patrick Debois, qui est un Canadien, qui a lancé ça à peu près suite à une conférence il y a quelques années. Et donc l'idée c'était effectivement de faire une association entre les devs et les ops, d'arrêter d'avoir ce mur entre chaque partie, et puis d'utiliser les compétences des développeurs pour déployer les applications mieux, plus vite, et voilà. Mais ça crée une grande hétérogénéité, et c'est ce qu'on a vu avec cette belle image tout à l'heure, avec l'opérateur couché dans son lit, et puis plein de détritus autour. Surtout, ça crée des silos, et on a des pratiques qui sont différentes dans toutes les équipes. Et on peut avoir un DevOps dans son équipe. En fait, on n'a pas de choses communes, de façon de faire commune, et donc on peut avoir de la fatigue des équipes, et puis c'est un peu le bordel, hein, vraiment. Donc DevOps, c'est un bon principe, mais sur le temps, les organisations qui ont pratiqué le DevOps se sont rendues compte que ça crée quand même beaucoup de perturbations, et pas de façon de faire simple, ou une première façon de faire pour des équipes. Surtout si on a des équipes qui n'ont pas la capacité d'avoir des gens qui font du DevOps, on n'a rien à leur offrir, parce qu'on leur dit faut que tu aies un DevOps pour réussir à brancher et à déployer des choses sur les serveurs. Physique, pas physique, des VM, du bare metal ou du Kubernetes, hein, ça n'a rien à voir. Le SRI, alors je n'ai plus son nom, parce que je l'avais là, je vais vous le redonner, mais c'est quelqu'un qui est chez Google, qui a lancé ça, il est arrivé en 2003, un truc comme ça. Ouais, c'est Ben Trainor. Et Ben Trainor, il a plein de gens sous sa responsabilité maintenant chez Google, et il a proposer ces principes de SRI, donc pareil, 2003, on parle de plus de 20 ans. Hein. Donc là, on a un truc qui a à peu près 15 ans, là, il y a un truc qui a 20 ans, là, ça doit être 2004 au milieu, on va en parler juste après. Et Ben Trainor, lui, c'est la fiabilité. Donc c'est juste s'assurer que les services ils sont toujours disponibles, notamment en production. Et ça vient avec des concepts de SLO, SLI, SLA, une façon, des métriques, des KPI, des indicateurs,
pour mesurer la disponibilité d'un service. Mais pas que, on peut mesurer aussi sa performance, sa vitesse, donc des latences. On peut imaginons que vous soyez data engineer, on va pouvoir mesurer la corruptness de votre donnée, est-ce que votre donnée est corrompue ou pas sur un data pipeline, ce genre de choses. Et là, vous allez pouvoir essayer de le mesurer. Et puis, il y a une notion de budget, et si le budget baisse, on réagit et on essaye de régler les choses et d'améliorer la qualité de ce qu'on manipule. Okay. Platform engineering, du coup, à peu près 2004, on ne sait pas qui vraiment l'a inventé, mais on sait que ça vient plus ou moins de la Silicon Valley, c'est des boîtes comme Netflix, Facebook, qui vont être les premiers à implémenter ça. Et eux, ils l'ont implémenté parce qu'ils avaient des larges communautés de développeurs. Donc c'est ça qui est important, c'est que c'est issu de la volonté d'essayer de construire un tronc commun avec une espèce de voie royale, une sorte d'operating system, comme ce que vous avez sur votre laptop, mais au niveau d'une organisation, pour permettre à des équipes qui n'ont pas forcément de DevOps, de déployer des choses, les tester, et voilà. Donc c'est quoi Platform Engineering? Est-ce que c'est une équipe ou pas? Pas forcément, c'est pas une équipe, et ça on pourra en reparler juste après. Mais là, par exemple, là vous avez un schéma qui a 1 an à peu près, ça a été diffusé par Adrian Cockcroft, qui est un architecte qui est passé par Amazon, Netflix, il est passé à la CNCF aussi, qui est cette fondation Cloud Native que vous connaissez, et c'est celle qui incube actuellement le projet Backstage. Pour lui, en fait, Platform Engineering, qui est cette discipline de créer une plateforme, un socle commun, c'est la composante de plein d'équipes différentes. C'est des gens qui ont des compétences dans le réseau, dans la sécurité, plein de choses différentes, du stockage, enfin, tout même des métiers avant l'arrivée des cloud providers et donc de ce qu'on appelle l'on-prem ou l'on-premises. Toutes ces équipes, elles essayent de faire en sorte que les produits digitaux ou les applications des équipes de développement tournent, mais elles n'ont pas forcément une plateforme là. Et donc vraiment, l'intérêt de Platform Engineering, c'est de créer ce support. Et c'est vraiment les équipes plateformes, c'est toutes ces compétences. Et ce dont on va parler aujourd'hui, et c'est ça qui est important, et on va y aller, c'est ici, de Backstage. Alors pareil, il y a 1 an et demi, il y a ce qu'on appelle des blueprints là, qui ont été présentés, donc des espèces de cartographie présentées. Alors, c'est McKinsey, je crois, qui a fait ça, ouais, c'est ça. Ça a été présenté à la Platform Con, qui est cette conférence qui est régulièrement aux US, qui parle de Platform Engineering. Ça doit être la 4e édition, là, cette année. Et ils ont proposé ça, donc en fait, dire comment on peut construire une plateforme à partir de modules plus ou moins open source sur un socle de données, qui peut être, du coup, un cloud provider ou même votre infrastructure que vous gérez avec du VMware et autres. Okay, et donc on voit que Backstage, là, par exemple, est tout en haut. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vraiment ce qui va permettre de gérer cette notion-là qu'on voit ici, qui est la notion de self-service, qui était une notion très importante qu'on a citée tout à l'heure avec Robin. C'est le fait que on a des compétences, on a des ressources, on a potentiellement une solution d'orchestration, ça peut être Kubernetes, mais ça peut être d'autres choses, Nomad, d'autres solutions en fait, qui va nous permettre de donner accès à ces ressources. Mais comment on fait en sorte que les gens puissent voir ce qui est disponible, le demander, le consommer et avoir des retours? Voilà. Et bien c'est Backstage qui est censé être du coup un portail pour les développeurs et qui permet d'accéder aux ressources d'une plateforme. Bon, là, vous voyez des choses peut-être que vous connaissez, on a du Vault. Voilà, on a une plateforme qui est composée avec un certain nombre de solutions open source, donc Vault de HashiCorp. Et là, on va avoir des services managés AWS. Mais vous pouvez avoir exactement le même diagramme sur GCP ou autre. Voilà. Du coup, Backstage, on parle rapidement. Donc c'est la CNCF, Cloud Native, je ne sais plus l'autre C, j'ai oublié à chaque fois. Oui, je l'ai mis, j'ai fait exprès, Computing Foundation, merci. Et l'idée, c'est de produire non pas une plateforme pour les développeurs, mais bien un portail, donc vraiment ce haut de l'iceberg, ce qui permet de montrer, de voir ce qui est disponible et surtout de pouvoir le consommer. Voilà. OK. Alors, ça a été développé par Spotify, ce produit-là. C'est les gens de Spotify. Et puis, ils l'ont rendu... alors, ça a changé de nom à un moment donné. Puis, ils l'ont rendu comme ça... public via la CNCF, et ça permet de faire plein de choses. Alors, il y a plein d'avantages à ça, mais notamment, vous verrez, il y a plusieurs notions. Il y a une notion de catalogue. C'est le screenshot qu'avait mis Robin aussi, c'est cette espèce de catalogue de services. Et un catalogue de services, vous déclarez des choses dans votre catalogue, sous forme déclarative avec du YAML. Et il y a une notion qui est hyper importante, c'est que vous devez toujours donner un owner. Vous savez, dans l'IT, le problème, il y a toujours un problème d'ownership.
Les gens, ça vient, ça va, il y a de l'attrition, il y a plein de choses. Donc c'est dur de savoir qui est propriétaire de quoi, et surtout, quand vous êtes propriétaire à un moment donné, on renomme les équipes, l'organisation, et on ne sait plus, il y a des trous dans la raquette. Là, vraiment, l'intérêt de ce que vous allez référencer et rendre disponible dans la plateforme, c'est que c'est toujours raccroché à quelque chose dans votre organisation. Donc des users et des groupes, vous pouvez sourcer d'un AD ou de ce que vous voulez, ou même les modéliser vous-même. Voilà, donc tout ce qui est disponible dans le catalogue appartient à quelqu'un. Et alors ça, c'est super pratique dans la gestion d'incidents. On peut dire, tiens, ce truc-là a pété, c'est qui le honneur, bam, on retrouve. Ça a tout l'intérêt de cartographier ça. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il y a une gestion de la documentation. On parlait de la documentation, c'est important, les tests, c'est important, mais la documentation aussi. Voilà, ce portail, Backstage, va vous permettre d'exposer votre documentation, mais aussi toutes vos API, que vous pouvez décrire dans les formats que vous voulez, donc du OpenAPI, de l'Avro, différentes choses comme ça. Et ça va permettre de les rendre visibles. Donc si vous avez des équipes qui consomment d'autres services, c'est souvent on consomme les services des autres, c'est important de comprendre les contrats. Et en fait, là, sur ce portail, vous allez pouvoir avoir publié l'API du service que vous consommez vous avec votre microservice, si vous êtes sur une logique de microservice ou autre. En tout cas, les services que vous consommez, vous pourrez connaître leur version et avoir un endroit où vous publiez les documentations. Allez, je passe un peu tout ça. Du coup, c'est super. Comment on fait une application Backstage et surtout qu'est-ce que c'est? Je crois que je l'ai mis juste là, mais attention, c'est peut-être même le truc le plus important. C'est que Backstage, ça vient pas comme ça from scratch et ça marche. Que nenni, c'est pas le truc du tout. C'est pour ça que les gens décrivent pas mal le projet, c'est que ça demande quand même certaines compétences de développement, et sur des technologies qui sont bien choisies, quoi. Donc, alors là, je ne l'ai pas mis la slide, mais les technologies choisies, vous avez du React pour la partie front, du Node.js pour la partie back, il y a des outils pour la gestion des migrations, il y a un certain nombre de technologies, donc il faut se mettre dedans. Mais c'est faisable, moi je ne pense pas que ce soit pas faisable du tout, et c'est plutôt correctement documenté. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et puis, voilà. Alors, comment on crée une nouvelle application Backstage? On va utiliser ici un CLI CLI qui s'appelle NPX. Donc pour ça, il vous faut un environnement Node.js qui fonctionne sur votre laptop. Je vous montrerai. Là, il y a un petit repo. Vous pouvez installer si vous ne l'avez pas. Sinon, ça devrait marcher si vous avez déjà un environnement Node.js. Et NPX, c'est quoi? C'est comme le NPM, mais c'est X pour exécutable. En gros, si vous demandez d'exécuter quelque chose, si vous l'avez sur votre laptop, ça va marcher. Si ça ne va pas, il va le chercher sur Internet et il vous le rend disponible. Ça tire des paquets. Et comme ça, vous avez juste à lancer une commande, et si vous n'avez pas les ressources, il vient les chercher directement pour vous. Ok, et donc pour créer une application, il y a un package qui s'appelle Backstage Create App, latest, parce que vous voulez la dernière version pour scaffolder votre app. Et ce truc-là, ça va vous permettre de créer une application. Il y a une commande à lancer. Une fois que vous lancez votre application, en gros, il va y avoir des trucs très simples. On verra ça tout à l'heure dans ma console. Et vous avez une configuration de votre application. Ce fichier, il se décline en fonction de vos environnements. Si votre application franchit plusieurs environnements, du dev, de l'intégration, de la production, du staging, ce que vous voulez, vous en aurez plusieurs avec un petit nom qui va après le config. Comme ça vous permet d'avoir des valeurs différentes. C'est important. Package.json, c'est l'outil de gestion de dépendance de Node. Voilà. Donc il y aura plein de paquets là-dessus, puis ça va tirer tous les paquets de la Terre. Je pense que vous connaissez un peu l'écosystème Node qui est quand même assez consommateur de plein de paquets, plein de ressources dans tous les sens. Package, là-dedans, vous allez avoir deux choses. Du coup, c'est ce que je vous ai dit, le front-end, qui est appelé app, et le back-end, qui va être du coup une application Express.js en Node.js. Donc c'est ce framework Express.js qui est là. Et là, vous avez une application React. Du coup, c'est distribuable, hein. Vous pouvez distribuer le front sur un CDN si vous voulez, et puis le back autre part, ou sinon, vous pourrez distribuer tout d'un seul bloc. En compilant votre application front, React, et en la servant avec votre back-end. Ok, ça c'est le principe de base. Donc je rappelle les technos. Ah oui, et il y a du TypeScript. Donc on a une espèce de méta-langage processeur là devant. Et donc vous faites du TypeScript aussi bien côté front que back. Et vous avez des classes et des packages qui sont utilisables des deux côtés. Par exemple, on déclare des modèles, des choses comme ça. Vous pouvez l'utiliser aussi bien côté front que back. D'accord ? Donc ça c'est app, ça c'est backend, c'est dans package. Il y a du React. Toute l'interface utilise Material UI. Voilà, donc ça permet d'avoir du style très chouette. Express.js pour la partie backend, Node.js aussi pour la partie backend, et puis aussi pour toute la descente, le build du front. Ok ?
Allez, on va parler du catalogue parce que ça c'est un concept cœur, maintenant que vous avez compris un peu ce que c'est que Backstage. Et qu'est-ce que c'est que le catalogue? C'est un graphe. Je vous ai dit, on peut avoir des utilisateurs, des groupes, on peut associer différentes notions, donc on peut associer un domaine, ça peut être un domaine, ça peut être une organisation, ou ça peut être différents domaines dans votre organisation. Ça va être ça, c'est des concepts assez haut niveau, donc ça vous pouvez les raccrocher à des groupes ou des users, donc ça peut être des équipes, ça peut être des gens. Et en dessous, vous aurez des services, des composants. Alors un service, ça peut être un produit digital pour vous. Un composant, ça peut être justement le back et le front, mais ça peut être aussi un bucket S3, un seau, un endroit où vous déposez du block storage, un endroit où vous déposez des fichiers. Plein de concepts comme ça. Et puis, il y a même une notion d'API. Donc vous allez, là, vous êtes sur un graphe qu'on appelle multiparty, il y a différents types de nœuds. Et là, vous pouvez avoir du coup des groupes, des users, des services, etc. Et tout ça, c'est lié. Et l'intérêt, c'est qu'on peut surfer dans l'interface et aller voir quel user consomme quelle chose, etc. Donc voilà, tout le concept du catalogue, c'est un concept de graphe. Donc on connaît tous la force des graphes. C'est d'ailleurs la techno qui est au cœur de choses comme Terraform. C'est du graphe. Voilà, et puis ça c'est la définition qu'ils en font, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ils disent il faut qu'on capture le modèle. Alors, je ne sais pas si c'est un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, c'est ces relations entre les différentes entités. Voilà. Alors ce mot entité, vous le connaissez si vous avez déjà fait un petit peu de DB, si vous êtes DBA ou autre, hein, on parle souvent d'entité, c'est les concepts qu'on essaie de modéliser pour des tables, ce genre de choses. Et c'est ce mot-là qui est utilisé dans toutes les choses que vous allez pouvoir modéliser dans le catalogue. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on va utiliser le catalogue. Bref, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais on va utiliser le catalogue pour afficher des choses dans l'interface. Okay, voilà. Le gros intérêt, c'est que toutes les configurations, toutes les choses que vous pouvez mettre au catalogue, ça c'est la grande force de Backstage, c'est qu'il a une composante avec une sorte de worker et c'est capable d'aller pouler des choses, non pas n'importe où, mais alors ça peut pouler des choses sur les buckets S3, mais c'est pas le principe de base. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des fichiers descriptifs YAML dans vos solutions de gestion de code type GitLab, GitHub, etc. Et donc vous lui ordonnez des URL, vous êtes capable de faire des commits de vos fichiers, donc de gérer un historique, d'engager à chaque fois des modifications de code, et Backstage, lui, vient scanner régulièrement et met à jour la ressource, et gère dans sa base de données, qui est une base de données Postgres en production, toutes les évolutions de la description de la ressource. Donc si une ressource à un moment donné n'a pas de honor, et qu'il y a tout d'un coup elle a un honor, ça c'est pas possible parce que je vous ai dit que c'était une clé qui était obligatoire, et ben on verra l'évolution et voilà. Okay, on peut faire du template, ça c'est super intéressant aussi. Le template notamment, c'est ce qui permet de faire des formulaires pour créer des ressources. Voilà, donc on peut créer des ressources et notamment on peut aussi, c'est ce qui peut vous permettre de scaffolder une application Node.js pour vos développeurs, des choses comme ça. Donc ça c'est assez intéressant. Cette notion de location, c'est ce qui permet de brancher vers des repos vos descriptions, là, comme ça, pour le catalogue software. Et voilà, bon, ça paraît pas hyper concret, donc je vais vous montrer, mais là, en fait, on est sur un format YAML, il y a une spécification, vous voyez en haut, là, c'est... donc la spécification, c'est une V1 alpha, et là, on a quelque chose de descriptif qui parle beaucoup aux gens qui font un peu de cube, du Kubernetes, parce que ça s'est vraiment inspiré. Donc vous avez une enveloppe comme ça, avec ici le kind qui correspond aux différents nœuds que je vous ai montrés dans le graphe. Là. Donc, par exemple, on a quelque chose qu'on appellera un composant, et deux parties. Une partie qui s'appelle metadata, et une partie ici qui va s'appeler spec. Donc spec, c'est les choses qui sont nécessaires et plutôt invariantes pour un kind donné, et metadata, là c'est totalement libre. Ça c'est vachement bien parce que vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dans la partie metadata, et ça, une fois que c'est dans le catalogue, une fois que c'est dans Backstage, vous pouvez créer vos propres UI et exposer les choses comme vous voulez. Donc en fait, on a des parties qui ne sont pas variantes, et puis des parties où vous pouvez varier, et ça, vous avez les principes d'ingestion que je vous ai expliqués, ça arrive dans votre base de données, et après c'est utilisable aussi bien côté front que back. Donc vous faites un peu de Express.js, ou vous faites un petit peu de React pour afficher des choses que vous allez décrire là-dedans. Okay. Un rappel très rapide, Backstage, du coup, en fait, vous allez ingérer des trucs, c'est important, l'unicité, elle est basée sur différentes choses. Une notion de namespace, le namespace par défaut, il s'appelle défaut, mais vous pouvez cloisonner les choses. Ça vous permet d'avoir différents catalogues. Alors, dans une organisation, si vous voulez faire en sorte que tout le monde voit tout et donner la lumière, comme on le fait un peu avec l'observabilité et différentes solutions, on essaye de faire un monitoring, on arrive à tout comprendre.
peut-être un peu idiot de mettre des namespaces, mais ça peut servir. On peut avoir un namespace pour des choses de sécurité, etc., puis inventorier des choses dans un catalogue dédié. Mais sinon, c'est bien de justement pouvoir tout croiser. Croiser les scans que font l'équipe de sécurité sur telle application avec la partie qualité, avec des scans par exemple SonarCube, et puis toute la partie déploiement dans GitHub ou GitLab ou ce genre de choses. Okay, et de tout croiser et donc de rendre tout visible. Et puis ensuite, il y a ces notions de kind, qui sont donc des mots réservés, et le name, qui va être le nom de votre ressource. C'est ces trois éléments qui font l'unicité de la ressource. Donc s'il y a un deuxième truc qui arrive et on vous donnait les mêmes valeurs, c'est la première valeur qui est rentrée qui fera foi, et l'autre ne pourra pas rentrer. C'est le seul principe à connaître. Ok, une fois qu'il y a des choses dans le catalogue, vous allez me dire ça sert à quoi? En fait, ce qui est vachement bien, c'est que on peut y accéder via une API, JSON, faire plein de requêtes, il y a des PAF, vous pouvez faire plein de requêtes différentes par un UID, donc un identifiant unique, mais aussi différents critères, qui peuvent être les attributs que je vous ai montrés là, hein, vous allez pouvoir interroger l'API pour récupérer une ou plusieurs ressources, donc un tableau ou une seule ressource. Alors ça sert à quoi? Je vous donne un exemple. Nous, on est en train d'implémenter, du coup, on référence des budgets. Donc on fait de la FinOps, on référence des budgets pour les équipes, on donne des budgets à des équipes, on dit à une équipe quel est ton budget, on récupère le budget, et ça, on récupère sur le budget un cost center, et ce cost center, on vient le taguer automatiquement avec un opérateur cube sur la ressource. Donc dès qu'il déploie une ressource, on regarde à quelle équipe ça appartient, on voit quels sont ses budgets, et on sait donner un flag, un label sur les choses qui sont opérées sur Kubernetes. Et ça, après, dans les outils FinOps, donc n'importe quelle interface, hein, la solution que vous avez choisie, alors il y a des solutions du marché, on sera capable de faire un drill down et de dire telle personne a dépensé de ça, etc. Et en fait, la référence et les cost centers et tout ça est dans Backstage, et c'est consommé par un opérateur cube. Alors, bon, je vous ai donné un exemple. Les plugins, alors ça c'est toute la force, vous n'êtes pas obligé de faire des plugins custom, donc vous pouvez vous dire Clément, j'écoute pas la suite de la présentation, parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà, et notamment vous allez avoir des plugins qui vous permettent de voir ce qui se passe dans Argo CD, si vous faites du GitOps, mais plein de choses. Donc ça, c'est disponible à cette adresse-là, backstage.io/plugin. Vous allez voir, il y en a une cinquantaine, il y a plein de choses qui sont très bien, nous on a installé. Ce répertoire plugin, on va avoir des commandes, on va pouvoir créer aussi nos propres plugins, nous-mêmes, et c'est ce qu'on va faire. Mais si on utilise ça, en fait, on installe des plugins dans cette arborescence de fichiers-là. Donc je vous ai rajouté ce répertoire. Vous vous rappelez, je vous ai montré package, back-end et front-end, et des plugins. Vous pouvez avoir aussi bien des plugins du coup front-end que des plugins back-end. On peut faire deux types de plugins, d'accord? On garde ce côté bipartite, c'est deux parties qui font l'application, qui sont le front et le back. Eh ben, on va se lancer. Alors, je vais boire un coup. Vous avez un flashcode pour ceux qui veulent. Il y a un repo sur GitHub. Sinon, je vais vous partager un petit peu mon terminal. J'essaye de vous faire un aperçu de comment on fait des plugins. On va faire un petit plugin front, un petit plugin back. J'ai fait quand même pas mal de développement entre chaque étape, donc on va juste peut-être franchir les étapes assez vite, vous verrez. Mais tout est reproduisible. S'il y a des problèmes, vous me ferez des pull requests et puis on ira modifier ça pour les copains qui voudront refaire le truc si vous savez faire. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire? Une fois qu'on va lancer une application, on va avoir quelque chose à peu près comme ça. D'ailleurs, à la fin de l'étape, on se retrouve avec un truc un peu comme ça. Le cas d'usage que j'ai voulu faire, c'est de dire on va référencer dans notre catalogue de services des blocs réutilisables de CI/CD, des choses qui nous permettent de faire des trucs, des étapes dans une chaîne d'intégration continue. Et on va montrer ça, on va les rendre disponibles aux développeurs pour qu'ils puissent, eux, les mettre dans leur GitLab CI.yaml ou dans leur GitHub Workflow. Okay, voilà, donc on référence des choses, des composants. Allez. Hop là. Ok. Ça marche. Alors, si vous clonez le répertoire, vous allez avoir différentes choses. Oups, pardon. Et vous retrouvez... Pour l'instant, il n'y a rien. En fait, les deux choses qui sont intéressantes, c'est que vous avez un makefile. Ça, je vous propose quelque chose qui va vous permettre de rapidement trouver la commande qui va vous permettre de créer le plugin front-end, back-end et votre application. Vous aurez juste à exécuter les targets de ce makefile. Il y en a une qui permet de créer l'application, il y a une qui va vous permettre de créer
dans le répertoire plugin, un plugin front, donc quelque chose en React, et un plugin Mac, quelque chose en Express.js. Ok. Et puis c'est tout. Et puis dans la partie VS Code, vous verrez, mais il y a des choses qui vous permettent de débugger. Alors, si vous utilisez VS Code, c'est pas mal. Vous pouvez mettre des points d'arrêt, aussi bien côté sur le front que sur le back. Donc c'est un peu laborieux Backstage parce que ça vous demande de développer. Donc c'est bien de pouvoir débugger et de faire des points d'arrêt. Donc là, je vous ai montré la méthode et je vous la montrerai à la fin de la présentation pour pouvoir mettre des points d'arrêt et comprendre là où ça marche pas et donc aller plus vite plutôt que de regarder les logs. Hein. On met des points d'arrêt, on vérifie des choses. Voilà, c'est parti. Alors. Du coup, dans le makefile, vous avez une commande. Il y a une commande qui s'appelle create app. Et si on va là-dessus, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu encore le repo, qui ne sont pas allés le voir parce qu'ils n'ont pas d'ordi. Donc l'idée, c'est de faire cette étape ensemble. On va créer une application. On va la mettre à jour. Donc on va mettre à jour tous les paquets système pour avoir la dernière version. On va créer un plugin front-end. On va faire en sorte de pouvoir déclarer des choses dans le catalogue pour avoir une interface qui va nous permettre de référencer des blocs réutilisables de CI/CD. C'est un prétexte. Hein. Et puis, une fois qu'on l'a fait, on va essayer de le faire au look and feel de Backstage. Donc Backstage vient avec des composants UI qui permettent de faire des choses assez chouettes, des tables et des choses comme ça, des filtres super. Donc il y a une étape où vous utilisez plutôt les composants, une fois que vous avez fait votre cœur front, les composants Backstage, pardon, donc l'UI Backstage. Et puis un petit plugin backend. Alors là, en fait, on va juste monter une route API et on va la consommer dans le front-end. Ça vous permet de voir comment créer une route API et la consommer directement. Et puis après, il y a une petite phase si vous voulez faire une image Docker. Alors je peux aller jusqu'au déploiement Helm, etc. Mais tout est expliqué sur la documentation de Backstage en ligne. Ok. Donc la première chose, c'est qu'on clone le repo et on se retrouve dans le répertoire que je vous ai montré juste avant. Et donc là, vous voyez, si vous faites un guide branche, vous avez toutes les étapes qui sont prêtes. Donc chaque étape que je vous ai expliquée, à chaque fois on franchit une étape et ça vous permet de voir ce qui s'est passé. Okay, donc à partir de là, on crée le backend, le plugin backend. Ça, c'est la création de l'application. Ça, c'est la mise à jour du système cœur. Et voilà. Et puis on va y aller. Alors, donc, si on fait ça. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça va lancer une commande, du coup. Alors, Backstage vient avec un outil de gestion de version qui n'est pas NPM, mais qui est Yarn. Donc, c'est une commande Yarn. Et il y a une commande Yarn qui s'appelle créer une nouvelle application. Alors, je l'ai wrappé dans une target makefile. Mais vous voyez, il y a ça prompt et ça me demande de donner un nom à mon application. Ce qui fait que quand je vais lancer mon application en mode développement, que ça va m'afficher quelque chose dans mon navigateur, eh ben, il y aura ce petit nom-là qui sera là. Donc ça peut être le nom de votre organisation. C'est bien le nom de votre application, le nom de votre portail. Donc on peut l'appeler Acme Portal. Voilà. Et pas Potal. OK. Et voilà. Et là, en fait, ça vous a tout scaffoldé. Mais ça n'a pas fait un npm install ou yarn install. Ça n'a pas descendu tous les paquets. J'ai fait exprès de l'enlever. On va le faire juste après. Mais parce que ça prend un temps fou. Mais si on regarde, entre l'état de départ quand vous avez cloné le repo et là, vous avez plein de petits fichiers en plus dont je n'ai pas parlé. Il y a le gitignore par exemple qui a été modifié, le readme aussi, donc ça on va pouvoir le modifier. Mais là vous avez de quoi déjà pouvoir faire votre image Docker. Vous avez un app-config.production, donc ça c'est justement ce qui va vous permettre d'avoir des variables différentes entre vos différents environnements, un pour la production, un pour l'intégration, etc. Et le config qui est là, du coup, de la config globale de votre application. Donc ce fichier YAML, il va être sourcé, loadé, par les deux composantes de votre application Backstage. Donc vous allez pouvoir écrire une configuration, avec une structure de données YAML, mais qui va être lue aussi bien par l'application Node.js que par l'application React. Ça permet de configurer des choses des deux côtés. Et puis là, un fichier catalogue-info.yaml, donc ça c'est ce qui permet de référencer des choses dans le catalogue. Ici, des exemples de choses qu'on va pouvoir ingérer dans le catalogue. Le package.gn qui va nous permettre de descendre tout ce qu'il faut, et puis la partie plugin, voilà. Ça c'est des choses pour les tests unitaires, tout ça aussi. Là, ça c'est pour compiler en TypeScript et s'assurer que le TypeScript est valide, et voilà. Et le yarn.lock, ok. Alors.
Alors, c'est bon. Alors, bah, donc, si on fait tout simplement un yarn install, on va se le faire. Hein. Vous voyez, ça descend vraiment toute la terre. Alors, vous allez avoir ici, dans package.json, en fait, la façon dont fonctionne Backstage, c'est que ça utilise une notion de workspace dans Yarn. Et donc, les répertoires package là, il y a deux workspace qui sont déclarés dans le package.json et ça permet de dire les paquets que vous voulez installer pour le front ou pour le back. D'accord ? Et donc là, quand je fais une commande yarn install, j'installe aussi bien des choses, des dépendances pour mon back-end et pour mon front-end. Donc c'est long, ça dépend de la bande passante, mais bon. Vous avez une commande juste après, donc on va regarder ça là, qui est disponible. Alors je vous ai mis les commandes qui étaient disponibles. Là vous avez les dépendances, vous avez une commande qui s'appelle make setup qui vous permettra d'installer l'environnement Node.js, Yarn, etc. Tout ce dont vous avez besoin. Et donc c'est cette commande-là, make setup. Mais le make dev, une fois qu'on a fait notre yarn install, le make dev, c'est ce qui permet de lancer Backstage, du coup en mode développement, et d'afficher le front. Donc j'ai hâte que ça arrive, parce que c'est toujours pas là. Hein. Alors, normalement, vu que j'ai les choses en cache, on va pouvoir le faire. Allez. De toute façon, il réessaye, donc vous allez voir. On va attendre, ça va être un petit peu long. Ça, c'est les joies du développement, vous savez. Alors, on ne va pas être obligé de mettre à jour l'application, mais vous avez une commande là qui va vous permettre de mettre à jour l'application. Et puis, ensuite, on va pouvoir créer notre plugin. Alors, l'idée du plugin, c'est que vous lui donnez un nom, comme une application, et ça va rajouter quelque chose dans le répertoire plugin. Et donc, moi, l'idée, c'est de l'appeler des blocs réutilisables, de construction réutilisable, donc building blocks. Et on va créer, du coup, un plugin front et back qui s'appelle building blocks. Quand on fait ça, vous allez avoir en fait une application autonome React de disponible que vous pouvez développer vraiment à part et qui n'est pas chargée dans l'ensemble de Backstage. Mais sinon, vous pouvez la charger dans l'ensemble de Backstage. Et cette application, elle va être distribuée sur une URL donnée et vous allez pouvoir la mettre dans le routeur là, de l'application. Donc ça, c'est le fichier TS6. Alors ça, c'est TypeScript X, c'est un format spécial React. C'est du TypeScript, mais pour React. Et donc, toute la partie front-end, les extensions de fichiers sont TSX. Pour la partie back-end, les extensions seront TS. D'accord ? Voilà. Et donc là, vous voyez, en créant mon plugin, ça me donne une route là. Vous aurez une page par défaut qui va arriver. Et là, tout simplement, quand je fais mon plugin install, je vais avoir ce truc-là. Alors, allez, on va être pas trop loin. Donc là, j'ai réussi à descendre toutes les dépendances de la Terre. Je suis désolé. Voilà. Et ça se lance tout seul. Alors, le front-end est servi sur le port 3000, le back-end sur le port 7007. Ça peut se changer, je ne vois pas forcément l'intérêt. Et là, ça va mettre un peu de temps parce que là, votre application, du coup, elle est en train de se préparer. Hop. Donc là, on voit bien tous les logs. Vos logs sont redatés, vous avez des logs avec différents types de sévérité. Vous savez, ici en bleu, vous savez quel est le module cœur du back-end qui est appelé. Donc en fait, cette notion de plugin que vous allez pouvoir utiliser pour faire des custom plugins, c'est celle qui est au cœur de Backstage. Et dans Package Backend, il y a des modules, et il y a certains modules cœur qui sont disponibles, et notamment Catalog est un module qui permet de gérer du catalogue. Mais vous avez un module qui s'appelle TechDocs, un module qui s'appelle TechRadar. Vous pouvez faire un radar dans votre organisation si vous voulez introduire des nouvelles technologies, les déprécier, etc. C'est souvent ce que font les architectes. Vous allez pouvoir le rendre disponible dans ce portail Backstage. Et donc vous aurez un truc qui s'appelle TechRadar. Voilà, allez, on voit à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une application Backstage qui vient d'être créée. J'ai dit une bêtise parce que ça s'appelle My Company Catalog et j'ai pas le titre que j'ai mis tout à l'heure. Mais il doit se retrouver quelque part, je pense qu'il a été mis quelque part. Vous avez un moteur de recherche qui vient là. En production, ça se configure avec des choses Postgres ou différentes choses, un Elasticsearch, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a un moteur de recherche. Ça permet de retrouver, quand vous avez énormément de ressources dans votre catalogue, les choses.
La partie home, bah, c'est juste un lien vers quelque chose, donc ça vous pouvez changer le lien, mais pour l'instant c'est un lien vers le catalogue. La partie API, ça c'est ce qui vous permet de montrer tous vos contrats d'API. Donc voilà, les équipes, elles peuvent trouver les API des autres et puis commencer à les consommer, etc. Et tout va être visible là. Les docs partagés, ça c'est ce qui permet de créer une ressource manuellement, à partir de templates que vous allez définir. Et ça, bah, c'est le fameux Tech Radar dont je vous ai parlé. Donc on va aller regarder le Tech Radar. Ouais, non. Ça, c'est les API, mais il n'y en a qu'une potentiellement de disponible, voilà, qui est référencée. Voilà, bon, vous voyez, donc là, vous avez ce fameux graphe. Alors là, c'est ce qu'on appelle un égographe, c'est-à-dire que vous avez non pas l'intégralité du graphe de tout ce qui est dans le catalogue, mais c'est bien tous les éléments qui sont en périphérie du nœud sur lequel vous êtes. Donc là, vous avez un nœud, c'est exemple gRPC, c'est ce qu'on référence, c'est pas une ressource, etc., mais c'est bien une API, et cette API, elle appartient à tel groupe, elle est associée à tel système, donc telle application chez vous, et puis qu'est-ce qu'il y a tout à droite, je ne sais plus, je ne vois pas, mais c'est là. Voilà, elle est liée à un composant qui est potentiellement un website. Voilà. Okay, voilà, donc même, on peut localiser où se situe cette API, d'accord ? Grâce à tout ce système de graphes, puisque vous avez tout lié avec des graphes. Et voilà, donc on a notre application, donc on va faire un plugin, ça vous dit ? Allez. Vous allez devoir boire un coup, hein, parce que là, ça peut être long. Hein. Ok. Donc on va pas mettre à jour l'application, mais dans le... Ouais. Là, vous avez effectivement, du coup, la commande yarn, backstage clean, donc ça c'est effectivement le rapport de plein de commandes backstage, et version bump, et là vous mettez à jour. Alors ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont un plan de release qui est assez régulier, et que tous les mois, vous savez que vous avez potentiellement une mise à jour. D'accord ? Donc ça vaut le coup de mettre à jour le système. Ils sont passés sur un système de gestion back-end V2, là récemment, pour plus de modularité, et les deux core développeurs ont fait un talk à la KubeCon à Paris, en expliquant leur roadmap et tout ce qu'ils allaient faire. Donc je vous invite à le regarder, c'est très intéressant. Voilà, je n'ai pas voulu recouvrir ce qu'ils couvrent, mais ils vont amener pas mal de choses. Donc là, en fait, si vous démarrez de ce que je vous propose, ça vous permet d'être tout de suite sur un back-end V2, et de ne pas être sur les anciens systèmes de back-end, et donc de créer votre portail à l'état de l'art de ce qu'est maintenant les choses. Il y a pas mal de gens, vous avez une communauté sur Discord, différentes, vous pouvez aussi interagir avec eux sur GitHub, hein, tout le code source est sur GitHub. Pas mal de gens qui justement s'évertuent à essayer de transposer leur portail sur la version 2 du back-end, et c'est pas si évident que ça. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, parce que là, il y a une belle maturité du projet, et vous n'aurez pas ces problèmes des gens qui sont là en train de le faire. Alors on va créer ce plugin. Et puis on va l'appeler, du coup, alors on a dit building box, pourquoi pas. Allez, pardon, excusez-moi, je suis allé trop vite. C'est maintenant que je dois le taper. Hop, hop, hop. Allez. Hop. Ok, donc j'ai déjà un répertoire plugin dans lequel il y a quelque chose qui s'appelle Building Blocks. Donc en fait, je pouvais déjà servir quelque chose, donc je vais vous le montrer tout de suite. Et puis, alors, on va le faire comme ça, hop, tout simplement. Hop. Ouais, excusez-moi, donc on va...
Ok. Donc là, on fait un plugin front-end. Vous voyez des fichiers TSX, les fameux fichiers React dont je vous ai parlé. Et il y a différents fichiers. Alors, le fichier index, c'est celui qui va être chargé par votre core Backstage. Donc, c'est ce qui va référencer tout le reste. Vous avez du routing. Donc, il y a du routing d'une SPA, hein, d'une Single Page Application. Hein. On est sur une application front qui va quand même pouvoir gérer des routes. Les routes vont être ici. Vous avez du testing, voilà, un README. Et puis, ici, un certain nombre de composants d'exemples qui utilisent du coup Material UI et tout ce que propose en surcouche Backstage pour afficher des choses avec ce même look and feel. Maintenant que je l'ai créé, comme je l'ai exactement nommé de la même manière, mon serveur s'est rafraîchi et le truc marche. J'ai bien fait d'aller sur l'URL et ça ne marchait pas tout à l'heure, là ça a marché parce que hop, ça s'est rafraîchi. Ok, par défaut, vous arrivez du coup à afficher ça. Donc il y a deux composants quand vous créez un plugin. Il y a un truc qui s'appelle exemple, et puis il y a un truc qui s'appelle exemple fetch. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu comment l'anatomie de ce truc-là, mais en gros, là, vous voyez, bah, on peut mettre des titres. Alors, je vous rappelle, là, c'est sympa, on va pouvoir mettre le owner. Donc, le plugin lui-même peut avoir un owner, hein, la notion d'ownership est importante. Donc là, ça peut être les teams et platform engineering, si vous voulez. Et puis là, vous allez pouvoir mettre des choses, des grilles et tout ça. Je vais vous montrer un tout petit peu, on va revenir en arrière, je vais vous montrer juste le catalogue. Le catalogue, ici, là, vous voyez, en fait, quand j'ai lancé mon application, il est allé chercher un certain nombre de choses dans le catalogue. C'est tout ce qui est dans le répertoire exemple. Donc c'est ce qui va être ici. Toc, toc, toc. Par exemple, hop. Et dans ce répertoire exemple, vous avez du coup plein de choses qui peuvent rentrer dans le catalogue. Donc là, par exemple, là, vous avez différentes entités. Et là, vous retrouvez votre manifeste un petit peu à la cube, de la spécification V1 alpha backstage. Et là, on voit les choses qui sont du coup visibles là, moi, dans mon catalogue, et qui sont décrites ici. D'accord? Alors, comment elles sont arrivées dans mon catalogue? Vous allez me dire, comment elles sont arrivées dans mon catalogue, Clément? Ben, c'est parce que le fichier de config que je vous ai montré tout à l'heure référence le répertoire en disant, va sourcer ces choses dans ce répertoire pour les ingérer dans le catalogue. D'accord? Donc, si on regarde... Hop, 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 pardon. Voilà, bah là vous voyez, là en fait on pointe vers le répertoire exemple, etc. Okay, d'accord? Et donc si on fait ça, ces fichiers ils sont sourcés et vous allez pouvoir les retrouver tous ici. Alors ça c'est les API, tous ici. Alors on voit, on a bien les API, donc les API qu'on voit dans la vue API sont ici référencés là. On la voit. Et on voit d'autres choses. Alors vous allez me dire, Clément, c'est bien tout ça de mettre des trucs en catalogue, mais vraiment, j'ai pas compris à quoi ça sert. Je vous explique un petit peu ce qu'on a fait, nous, chez Believe. Par exemple, on a implémenté différents types de collecteurs. Donc on a des crons dans nos pipelines, des choses qui vont aller régulièrement sur l'ensemble des systèmes qui font notre plateforme. Donc par exemple, justement, Sonar, mais par exemple Snyk ou différentes choses. Et on vient et on récupère de la donnée, on la met au format Backstage, on la met dans des dépôts Git et on la rend disponible. On en met aussi dans des dépôts, dans des repos S3, et ça permet régulièrement d'aller creuser ces différents systèmes, d'exposer la data et de la rendre disponible là. Et à partir de là, on peut soit utiliser les plugins de la communauté, soit nos plugins custom pour aller pointer différentes choses. Par exemple, dans le cas si on source SonarCube, par exemple, on va pouvoir pointer le nombre de smell, donc de code smell, différentes choses comme ça, avec une UI dédiée pour une équipe donnée. Voilà, vous voyez? Et donc on a ce système-là où nos collecteurs génèrent des fichiers YAML, et puis Backstage, lui, va toujours les tirer. Okay, voilà. Et donc vous avez vu l'interface qui est sur Building Blocks. Hop. Et donc ça c'est statique. Donc nous, on ne veut pas faire un truc statique. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir un truc comme ça, mais qui lie des fichiers de configuration qui ne sont pas statiques et pouvoir créer notre propre interface. Alors, on va regarder rapidement à quoi ça ressemble, mais... Hop. Si on regarde, on a ici le plugin Building Blocks, le fichier index qui va bien, etc. Et là, on a deux composants.
Alors, c'est peut-être ce fichier-là qui est important. Là, ce fichier-là, il est important. Donc, en fait, vous avez une notion de page, c'est ce qui va permettre d'afficher la page de votre plugin. Et là, ce que fait cette page, c'est qu'elle référence un premier composant qui s'appelle exemple. Et puis, exemple, lui, il va référencer fetch component. Et c'est ce qui va permettre de créer la grille que vous avez vue. D'accord ? Donc ça, nous, on va complètement le modifier. On va aller sur la branche d'après. Et on va afficher quelque chose un peu en plus de sympa et essayer de référencer des blocs de code. Mais je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors, si on regarde. Donc là, on tombe dans les méandres de React, je suis désolé. Donc on importe React, on importe plein de choses. Ici, on importe des choses qui viennent de Core Component Backstage. Donc c'est vraiment tous ces éléments d'UI que Backstage propose, qui sont basés sur Material UI, qui est cette librairie CSS assez utilisée dans le monde React. Et puis là, on vient importer le deuxième composant d'exemple, et on utilise ce composant d'exemple, vous voyez ici. Et puis tous les... Là, vous avez un langage à balise, et donc vous avez importé page ici, et vous pourrez utiliser page ici. Bon, ça, c'est vraiment de la notion React. Et donc ça ressemble un peu à de l'HTML, ça en génère surtout, et puis ça permet d'avoir une application réactive JavaScript HTML, mais surtout, on a ça par défaut. Donc c'est pas forcément terrible. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer. Alors, j'ai... Hop, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais. Attends, j'ai rien dans mon cache. Oui, j'ai... Il me faudrait un petit -f. Ouais, c'est ça. Voilà, j'enlève les fichiers locaux. Ok, j'ai CO. Step. Du coup, on va aller sur la step qui nous intéresse. Donc là, on a fait différentes étapes. Et on va aller sur la step 40. Allez. Hop. Ok. Alors. Ok, donc step 40, je suis parti de mon plugin et de ce que j'ai généré, et j'ai commencé à modifier des choses. Alors, si vous regardez ce qui a été modifié dans le plugin, ici, il y a des nouveaux composants. Il y a un composant qui s'appelle main component, donc le composant qui s'appelait exemple, il a été renommé, on va dire. C'est celui-là qui est consommé là, qui affiche la page. Et ici, j'ai créé un composant que j'ai appelé table component, et qui affiche des choses. Alors qu'est-ce qu'il affiche ce composant ? Alors ça commence à être intéressant. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va interroger l'API du catalogue API. Il va chercher des ressources, une ressource, dont le type est GitHub Workflow. Alors toute chose que vous spécifiez dans le catalogue peut avoir un type, et le type, vous mettez la valeur que vous voulez. Donc en data, les gens ils n'aiment pas trop à la data parce que n'importe qui peut utiliser des noms de types qui sont différents et tout. Donc à vous de faire la gouvernance qui va avec. Mais là, ça vous permet de référencer des choses, et c'est ce qui vous permet de dire ça, c'est tel type. Et dans la partie méta que je vous ai dit qui était libre, comme vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez, vous dites c'est tel type, et puis je mets les valeurs que je veux dans la partie méta, et après vous allez pouvoir la consommer. Donc si on regarde la partie GitHub, ce que je vous ai proposé là, du coup, c'est de... J'espère que j'ai bien perdu tout le monde, ça c'est important. Est-ce que vous êtes tous perdus ? Oui. Ouais. Ok, donc là, ça c'est un format proposé pour référencer des blocs de CI/CD dans GitHub, d'accord ? Alors, à quoi ça ressemble ? C'est un truc de type, c'est un kind ressource. Donc kind, c'est le type de l'entité, et type, c'est le type, c'est un type. Voilà. Et là, dans la partie de metadata, du coup, comme je pouvais faire ce que je voulais, j'ai mis des choses, des liens, mais surtout j'ai mis ici un schéma qui permet de référencer un bloc CI/CD réutilisable, par exemple. Et puis j'ai donné ici un type, le type que je voulais. D'accord ? Voilà. On a fait du TypeScript, j'ai fait du coup une belle interface, et là, vous voyez, j'utilise l'interface Entity, celle qui est disponible, la librairie disponible de Backstage, et je viens juste surcharger avec les attributs qui sont disponibles. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de faire des interfaces et des types ? L'intérêt, c'est que quand vous êtes en train d'écrire vos composants, quand vous faites tac, point, paf, tac, vous retrouvez les éléments parce que vous connaissez le schéma de ce que vous avez ingéré. D'accord ? Ça vous pourrez faire les boucles, puis d'avoir de l'autocomplétion, etc. Donc on type la ressource. Et ce qu'on type là, c'est vraiment
fait, vous récupérez un fichier JSON, vous dites c'est de tel type, et à partir de là, vous pouvez manipuler exactement tout ce qu'il y a dans votre structure de données, quelle que soit sa profondeur. Hein. Il y a un principe que peut-être vous connaissez, c'est le principe de Demeter. Je ne sais pas si vous voyez, mais la profondeur d'une structure de données, c'est ce qui fait sa complexité. Plus elle est profonde, plus vous avez de chances de vous rater, parce que vous avez de plus en plus de boucles pour aller au fond du fond. Généralement, il faut essayer de faire un truc très très plat. Et le typage comme ça, c'est ce qui permet de bien retrouver vos attributs, et puis des attributs qui sont dans des éléments, sans trop se planter. Okay, donc c'est important de typer, et TypeScript permet de typer. Okay. Bon, passons. Ça, c'était pour la petite explication sur le typage. Donc là, j'ai mon type, et là, du coup, hop, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais fetch tous mes blocs, et je vais dire que c'est donc des choses de ce type-là. Ça, c'est pratique. Et après, une fois que je les ai, bah, tout simplement, je vais faire une boucle dessus, et puis je vais afficher du coup leur nom, le owner, des tags. D'accord ? Voilà. Puis après, bah, comme on aime faire du React, j'ai même mis des choses qui nous permettent, quand on clique sur un élément, vous verrez, mais quand on clique sur un élément, on a l'historique, donc on vient sauver l'URL, on change l'URL, et comme ça, si quelqu'un dit tiens, ce bloc de CI, on peut partager une URL, et voilà. Donc c'est assez pratique. Bon, ça, vous verrez, mais ça, c'est les éléments qui s'appellent, si vous allez regarder, mais c'est les éléments qui sont justement useNavigate et useLocation. Ça permet de gérer dynamiquement les URL de votre application front. Alors à quoi ça ressemble? On va aller voir quand même. Est-ce que je peux recharger ça? Hop là. Alors. Peut-être lancer mon serveur qui a dû un peu cracher. Hop là, voilà. On va voir s'il crache là. Donc je vous rappelle, tout à l'heure j'étais sur la branche principale qui s'appelle Trunk. On a franchi quelques étapes. Là on est sur une branche de travail qui est l'étape 4. J'ai fait un check-out de ça. Donc il y a eu la création d'un plugin Backstage. On a modifié des choses pour essayer d'ingérer un type spécial dans le catalogue et de l'afficher dans une interface d'un plugin front. On relance le serveur. Moi, je ne suis pas développeur front à la base. C'est important que ne pensez pas que c'est le truc que j'aime le plus. Et qu'est-ce qu'on a? Et on va avoir des blocs. Normalement. Hop, je vais vous passer un peu la suite des choses. De toute façon, toutes les étapes sont dans le GitHub, donc vous verrez. Donc, en étape 5, l'idée, ça va être de changer le look and feel. Et donc, j'ai dit d'utiliser les composants cœur. Mais là, si on regarde mon application, hop, c'est pas grave, elle va revenir. Mon application. Donc là, vous voyez, j'ai fait pas mal de modifications. J'ai notamment mis un lien ici qui n'existait pas avant vers mon application. Donc je suis allé modifier un fichier là qui correspond au cœur de l'application Backstage en disant propose-moi un lien vers cette URL. J'ai mis un petit icône. Et là, c'est moche, mais c'est la partie d'après, ça va être beau. Et donc là, je boucle bien sur deux choses qui sont donc deux déclarations. De blocs de CI/CD, voilà. Mais c'est vraiment, ça n'a aucun intérêt. Là, on affiche les tags, les machins, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Mais j'ai commencé à faire quand même mon front. Ok, bon, donc on va à l'étape d'après. Puis on a quasiment fini. Après, maintenant, on va aller très vite, vous allez voir. Hop. Donc l'étape d'après, ça va, il se relance. Je vous inviterai, mais regardez maintenant. Là, j'ai commencé à utiliser des composants de type Backstage. Donc, c'est beaucoup plus joli, c'est une grille. La grille, elle est filtrable, donc imaginons que vous ayez 2 millions de ressources. Si je fais 2, j'ai le truc qui s'appelle 2. Voilà. Et on peut vraiment filtrer les éléments. Vous allez pouvoir le filtrer sur l'ensemble des éléments, des colonnes. Vous pouvez avoir plusieurs colonnes, je sais pas, 8 max, un truc comme ça. Ça dépend un peu de votre écran et tout. Là, l'interface de Backstage, ce qui est vachement bien, c'est qu'elle est compatible mobile. Donc, il y a les breakpoints, il y a tout ce qu'il faut, et vous pouvez être sur une application mobile. C'est utilisable en mobilité. C'est pas mal. Voilà. Et puis, donc voilà, on voit nos deux composants. Il y a toute une documentation que je vous invite à lire pour comprendre pourquoi j'ai fait ce format-là.
vous trouverez ici dans le README. Je crois qu'on va pouvoir faire comme ça. Non, je ne l'ai plus. Bref. Qui explique ce que c'est qu'un workflow dans GitHub. Et donc, comment on peut utiliser des workflows externes. Et pourquoi c'est intéressant de les référencer, par exemple, dans Backstage, pour dire aux développeurs, bah, vous pouvez utiliser tel et tel workflow pour faire vos chaînes de CI. Voilà. Okay, c'est vraiment un exemple, mais c'est ce qui permet la définition de la spécification de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Tout est expliqué. Pour la partie vraiment format, là on voit, et on retombe sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'arrive au résultat de comment je vais exposer des choses réutilisables, des composants réutilisables. D'accord ? Voilà. Et puis on va passer à l'étape d'après, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions déjà là ? Plein, hein ? Non ? Pas ? Alors, top. Du coup, l'étape d'après, c'est de créer un plugin back-end. Alors le plugin back-end, là on va faire juste une route Express.js et on va faire en sorte qu'elle soit disponible dans Backstage, exposable, consommable par le front-end. Donc il y a des règles CORS et ce genre de choses généralement, il y a des règles de droit, donc ça, tout ça c'est géré. Et donc notre API elle va envoyer quelque chose et on va essayer d'afficher ça dans le front-end. Donc faire un call API d'un point de montage que nous on va faire custom. Et voilà. Alors quel intérêt alors dans Backstage vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez déclarer dans les fichiers de config application de Backstage des proxys. Donc si vous avez déjà des API que vous avez modélisées, vous pouvez avoir des proxys d'API et comme ça votre backend peut y accéder. Donc ça c'est super. Ou sinon vous créez votre propre API et vous pouvez aussi faire des migrations sur la base de données de Backstage pour commencer à stocker des entités qui sont celles que vous voulez, quoi. Ok ? Donc on y va. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là maintenant ? Donc là, j'ai lancé la commande, en fait, l'équivalent, j'ai lancé la commande qui s'appelait make create backend plugin. D'accord ? Et en fait, j'ai un nouveau truc dans le répertoire plugin. Donc là, c'est mon plugin front-end. Et là, j'ai un plugin backend. Donc j'ai nommé mon plugin building blocks, mais automatiquement, Backstage et son CLI l'a préfixé là backend. Ce qui nous permet de faire la différence entre des composants back et des composants front. Et donc, mon plugin, il vient avec, en fait, un routeur. Et là, on peut déclarer des routes. Et tout simplement, moi, alors, par défaut, vous avez une route qui s'appelle elf, mais moi, j'ai déclaré une route qui s'appelle building blocks, ici. Et je renvoie un tableau avec 3 objets, quoi. D'accord ? Et donc là, si on va sur notre interface, hop. Est-ce que ça tourne toujours ? Ouais, alors je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va falloir redémarrer encore un coup. Le checkout de branche, c'est trop violent pour lui, il y a trop de modifications. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Côté front-end, on va essayer d'afficher la réponse de ce composant back et de juste cette route-là, d'accord ? Et donc, si on regarde, dans mon composant principal, j'inclus ma table, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, mais surtout, là, je vais venir et je vais récupérer donc, des blocs en faisant un call API, les mapper et les afficher, d'accord ? Je vais les afficher avec un espace de 3, donc il y aura 3 éléments. Et voilà. Alors, comment on fait ça ? Tout simplement, vous pouvez faire comme ça. Donc, pour appeler une API custom backend dans Backstage, vous avez le droit à quelque chose qui va vous permettre de trouver la backend URL. Ok, donc ça, c'est une configuration. Hein. Vous récupérez la configuration que vous avez vue dans votre fichier YAML. C'est bien le point de départ de votre API. Et ensuite, la route que vous avez vue, qui s'appelle Building Blocks, elle est exposée dans API et le nom du plugin qui s'appelle Blocks. Alors ça, vous allez le retrouver, je vous le montrerai. Mais et voilà. Et donc là, comme je renvoie un tableau avec 3 valeurs, je vais afficher ces 3 valeurs.
Hop là, alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ah. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous passe les détails, parce que sinon, on va être un peu bloqué. Mais une petite chose importante pour finir, c'est regarder, on va peut-être, si vous avez 2 secondes, on va regarder l'anatomie de front-end et back-end. Donc là, vous pouvez faire des modifications aussi bien côté front-end que back-end. Donc dans le front-end, ici, dans App, qui est vraiment l'application principale, c'est vraiment ce qui dessine votre application. Vous voyez la petite route qu'il y avait à gauche, là, tout à l'heure. Bah, là, c'est là que j'ai rajouté ma route. Okay, ça, c'est ce qui m'a permis de mettre la petite molette et la petite route. Et côté back-end, vous avez un seul fichier à connaître, c'est le fichier index.ts. Et ici, en fait, j'importe mon plugin et ça rajoute le routing de votre plugin. Voilà. OK. Donc, quand je crée un plugin, vous n'avez pas cet import-là. Donc, moi, j'ai fait... Là, on fait l'import dans la même directive. Hein. Vous avez fait un add qui fait directement l'import. Et quand vous faites l'import, ça renvoie quelque chose et c'est ça que ça rajoute. Ça rajoute un plugin et ça le monte dans le système de middleware d'Express.js. En fait. Voilà, c'est hyper technique, c'est du Node.js, c'est du React. J'espère que ça vous a vachement donné envie de faire du platform engineering. Là, on parle d'un produit portail. Sur le long terme, c'est bien d'avoir une équipe pour faire ce genre de choses. Après, nous, ce qui est vraiment bien chez Believe, c'est qu'on a fait plein de produits super et plein de plugins super. Donc, on a des plugins, par exemple, qui nous permettent de référencer toutes nos VM on-prem et de gérer notre migration. On a une grosse transformation actuellement. On passe vers GCP et donc on est en train de décommissionner plein de serveurs. On sait où sont les services exactement et comment les envoyer autrement vers des clusters Kubernetes, donc les applications qu'on va containeriser, et voilà. Donc on a un bon mapping de ce qu'on a, et parce qu'on interroge plein de systèmes, qu'on les catalogue, qu'on les rend visibles dans une UI, qu'on en définit les owners, et qu'après, ça nous permet de voir où on est au fil de l'eau et de voir notre progression. Voilà. Donc je ne vous montre pas ce qu'on fait chez Believe, mais c'est très chouette. Je pourrais vous faire quelques screenshots et des choses comme ça dans la présentation, si vous voulez qu'on discute un peu après. Mais voilà, là l'idée c'était vraiment de vous montrer les concepts de base. On va peut-être juste retourner sur les slides comme ça pour finir. Donc on peut débugger, je vous mettrai les éléments pour débugger, mais dans VS Code vous pouvez mettre des points d'arrêt, vous allez pouvoir débugger. Donc là l'erreur qu'on a là, on peut essayer de trouver le fichier, mettre le point d'arrêt, comprendre ce qui se passe et aller regarder exactement les valeurs. Toute l'équipe Spotify qui maintient notamment ce projet libéré, vous pouvez leur faire des issues dans GitHub et ils sont assez réactifs. Et sinon, tout se passe sur Discord. Et il y a beaucoup de choses dans Discord, vous pouvez faire des recherches et puis voilà, si vous avez des problèmes, regardez si les gens n'ont pas posé déjà la question dans Discord. Il y a pas mal de bases de connaissances. Puis après, c'est moi ça. Du coup, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, si vous voulez. C'est Chusno, sur GitHub c'est Chusno, et sur Medium c'est Chusno. Et j'ai écrit pas mal d'articles sur le platform engineering récemment. Enfin, c'est peut-être 6 mois que j'ai pas mis des choses à jour, mais je pense que je mettrai un article un peu autour de ça pour aller approfondir un peu, en plus du dépôt que je rends disponible. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes combien dans votre équipe pour maintenir? Je suis tout seul pour l'instant. Ouais. Je suis tout seul. Donc moi j'ai un rôle de staff engineer. Donc en fait le concept de staff c'est un peu la glue entre toutes les équipes et j'amène une compétence de développement. Mais j'ai des gens qui font des gens qui sont DBA, des gens qui sont à la QA. Enfin voilà, c'est toutes les composantes de notre on va dire notre tribe platform engineering. On pourrait dire ça. Et effectivement sur ce sujet-là. Je suis tout seul, mais je ne suis pas que sur ça, je gère aussi toute la partie observabilité. Je suis Head of Observability chez Believe, et je gère tout ce qui est lié au monitoring 2.0, si on peut appeler ça comme ça.
en plus de ça. Et ce qui est vraiment intéressant là, c'est que moi j'essaie justement de croiser notre catalogue de services et le catalogue de services qu'on a dans Backstage avec les services qui sont référencés côté... Alors là je vais citer quelqu'un, mais on est chez Datadog. Et on a des compatibilités dans les formats. Et donc tous les services qu'on enregistre dans Backstage sont visibles dans Datadog. Et ça nous permet de retrouver quel est le board Jira qui est associé, les pages Confluence, la documentation, etc. Tout ça est référencé, je n'en ai pas parlé, mais on a des collecteurs aussi sur ces sujets-là. Et donc, on les voit aussi dans Datadog. Donc, dès qu'il y a un incident, un moniteur qui pète, on peut retrouver la team, on peut retrouver leur documentation, les derniers tickets qui sont bougés, etc. Donc, ça nous permet une gestion d'incidents, une réactivité qui est bien plus intéressante, puisqu'on arrive à tout lier, quoi. Mais c'est du graphe, c'est un peu long. Et voilà. Une fois qu'on en a fait, on y arrive, quoi. Mais il y aura un peu plus de monde bientôt, je pense. Ça plaît bien, en tout cas. Et les développeurs, ils sont en train de mettre la main à la pâte pour créer ce portail. Et je pense que les gens sont plutôt friands et ils ont très envie de voir arriver ça, parce que ça les aide bien au quotidien, puis dans leur bascule vers le nouveau data center. Voilà, je pense que ça va être clé. Donc, tout l'intérêt du truc. Voilà. Moi, j'ai une question sur du coup le choix de la plateforme. Parce qu'au final, ça a l'air de demander quand même pas mal de développement. Ouais. Et du coup, des compétences spécifiques en JavaScript. Ouais. Et pourquoi pas être parti sur une solution potentiellement plus simple pour faire la même chose, surtout une équipe visiblement assez réduite? Alors, ce que je vous ai pas montré, parce que c'était vraiment le parti pris de cette présentation, c'était de faire des plugins custom, ce qui peut être un besoin à un moment donné. Mais ce que je vous ai dit, c'est que le portail de plugins, il est énorme. Et vous avez du coup déjà des plugins qui vous montrent tout ce qui se passe dans les Kubernetes que vous opérez, tout ce qui se passe côté Argo CD, et vous pouvez voir des choses dans SonarCube et des choses comme ça. Vous avez déjà ces plugins-là qui sont présents, qui se connectent à ces API. Et donc là, déjà, monter un portail avec plein de choses. Et donc, les choses dont je vous ai parlé, c'est faire du FinOps et le rendre disponible et gérer des budgets dans le portail. C'est commencer à avoir des concepts qui sont des concepts de votre organisation, aussi disponibles sur ce portail. Et effectivement, donc, le fait d'étendre, c'est super, mais ça a ce coût-là de développement. Voilà. Mais en même temps, vous avez le gain d'une grosse communauté de gens qui produisent des plugins. Voilà. C'est un peu compliqué, mais en même temps, il n'y a pas vraiment mieux pour l'instant sur le marché. Donc, et c'est open source et c'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de développeurs qui sont autour du sujet. Sur Discord, ça réagit bien. C'est sympa, mais voilà. Moi, j'ai fait une école d'art, hein, c'est ce que je vous ai dit, et j'avais pas prévu de faire du React et du Node.js toute ma vie. Et je programme dans plein d'autres langages. Mais voilà, bon, on s'y fait, hein, à un moment donné, hein, par un peu ses yeux, mais c'est bien le développement, c'est rigolo. À propos des templates, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez déjà pour scaffolder des apps? Est-ce que ça fonctionne bien? Non, on est au balbutiement de ça, et notamment, donc, le cas que je vous ai présenté là, qui est le cas de faire des blocs de CI/CD, en fait, c'est vraiment un truc qu'on fait nous, mais ce qu'on référence, c'est des blocs de CI/CD pour GitLab, et pas pour GitHub. Donc là, j'ai pris un cas GitHub, mais nous, on le fait pour GitLab. Et donc, on utilise les systèmes d'encre et tous les systèmes, en fait, en YAML, vous pouvez avoir des systèmes d'encre. On utilise les systèmes d'encre pour avoir des blocs réutilisables. Et c'est ça qu'on référence, qu'on rend disponible, avec une gestion de version et une gestion de LTS. Donc, on gère des long time, un peu comme Ubuntu, hein, les versions longues de certaines branches. Et donc, les gens peuvent aller choisir des modules et construire leur pipeline comme ça à partir de tout ça. Voilà. Non, ça répond partiellement à la question. Vas-y, tu disais. Donc ça, cette partie est basée sur les templates déjà, c'est ça? Et voilà, et donc l'idée c'est que les choses qu'on déclare et les blocs de CI que les gens peuvent créer et qu'on rend disponibles dans Backstage, on puisse les générer via le système de templating de Backstage. Et donc ça te permet d'avoir une interface qui va te créer des composants dans ton repo GitLab qui est référencé par Backstage. Et donc là, on a tout, parce qu'on a lui qui permet de créer des bouts de YAML dans un repo qui est référencé et qui rend visible ce que vous pouvez faire avec dans l'interface un wizard, un pas à pas, vous pouvez choisir des blocs, composer votre fichier GitLab CI.yaml, etc. Voilà, c'est le principe. Mais on pourrait effectivement avoir le cas d'usage le plus connu, et c'est celui qui est expliqué dans la documentation Backstage, c'est comment je craft une application Ruby, Node.js, etc.
Mais vous avez ce genre de template déjà dans GitLab, par exemple. Étant donné que le projet est l'open source pour les solutions d'hébergement, comment est-ce on procède? Est-ce qu'il est possible d'héberger sur des plateformes comme Amazon, Google, Azure? Ou bien est-ce que c'est hébergé directement sur un endroit en particulier? J'ai pas entendu le début de la question. Faut que Il y a tu répètes solutions d'hébergement en fait. Pour Backstage. C'est-à-dire lorsque une personne récupère le projet qu'il développe pour lui, pour la solution. C'est l'étape que j'ai squeezée qui était l'étape de Dockerfile, mais alors, il y a plusieurs façons de déployer l'application Backstage. Vous pouvez la déployer sur un serveur et vous avez juste les dépendances que vous avez en local. Ça se fait plus trop de notre époque. Voilà. Après, on peut déployer ça sous forme d'image Docker. Alors, ça peut être une image Docker qui va avoir à la fois le front et le back, ou 2 images Docker, donc du coup 2 conteneurs avec un pod qui fait faire les 2 conteneurs ou plusieurs pods. Voilà, vous distribuez ça comme vous voulez. Hein. Ouais, après, ça peut être une image Docker que tu pousses sur Heroku, ça marchera très bien. Hein. Avec l'ADB qui va bien, et hop, tu as un Backstage qui est prêt, et tu fais tes git push, tes branches, machin, bam, et puis ça part dans Heroku, ça marche. C'est custom comme on veut, quoi. Pardon ? On peut customiser comme on veut, quoi. Ouais, alors ce qu'on peut customiser, effectivement, on peut étendre et faire des plugins. Par contre, toute la partie UI, soit vous utilisez du pur HTML et c'est pas très beau, soit vous utilisez les core components UI que je vous ai montré. Et là, vous avez des composants Backstage. Tous ces composants-là, ils sont dessinés, ils sont dans Figma. Donc si vous avez des gens qui font du UX chez vous, vous pouvez les relooker à la tête de logo de votre entreprise si vous avez envie de faire l'effort. Mais ça, c'est un investissement. Hein. Si vous commencez à être des gens de l'UX, mais vous pouvez vraiment designer les composants fonctionnels que vous voulez ou changer simplement le look and feel, quoi. Ça, il n'y a aucun problème. Et donc, dans les choses qu'on a fait, par exemple, nous, la page d'accueil, c'est un portail qui représente tous les services accessibles pour les gens chez nous. Donc, on a un lien vers le Vault, un lien vers différentes choses, en fait. Hein, un outil de gestion de mots de passe personnel, vers l'accès à la console GCP, l'accès à la console AWS, etc. Par exemple. Voilà. Donc, on a fait un beau portail, quoi. Mais oui, ça peut se déployer à peu près où vous voulez. Hein. C'est pas la partie la plus facile que de déployer dans Cube aussi. Ça va être assez rigolo. Mais il y a une page qui est dédiée à ça, qui explique bien comment le faire. Alors le seul truc que je peux donner en termes de conseils, c'est que quand vous utilisez le contexte dans Docker et que vous faites un Docker add, il va rajouter des fichiers. Ouais, c'est très technique. Rajoute des fichiers du coup dans l'image, votre image qui est un système en pelure d'oignon, là, comme ça. Et si vous ignorez pas tous les fichiers Node Module, vous allez avoir des images qui sont hyper longues, avec des temps de build qui sont super longs. Et comme je vous ai dit, c'est une application qui est bipartite avec le front-end et le back-end. Vous avez des répertoires Node Module un peu partout. Donc, faut bien penser à les ignorer. Parce que sinon, votre image, elle est hyper lourde et elle met un temps fou à builder. Et dans votre chaîne de CI, quand vous construisez ça, avant de le déployer, ça peut être un peu pénible, quoi. Voilà. Mais sinon, ça marche. Est-ce que ça fonctionne qu'avec React ou avec d'autres langages? Non, c'est un parti pris de base et ça ne fonctionne qu'avec React, ouais. Ok. Bon, fallait peut-être la poser. Ah ouais, non, tout à fait. Non, les technologies là sont là et tout est basé sur ces technos et après, c'est des choix qui ont été faits et vous avez du coup une interface par défaut, un système de plugins disponible, un back-end par défaut, ce système de collecteur de fichiers là qui vient aller chercher les choses dans les repos, etc. Et ça, c'est votre cœur de système. Et après, vous l'étendez, quoi. Et non, on ne peut pas remettre ces choix technologiques trop. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est peut-être ne pas utiliser de TypeScript et utiliser du JS à la place. Mais bon. Mais par contre, la partie React, non. Sinon, vous jetez tout le front-end qui est proposé et vous redéveloppez le vôtre, quoi. Et vous gardez que la partie back, mais c'est vachement de boulot, là. C'est pas forcément intéressant. Où c'est en TypeScript, ça pourrait être fait en Angular sur cette partie-là, non? Sur la partie back-end? On pourrait totalement le refaire, il n'y a aucun problème. Après, là, il y a le projet Upstream, il faudrait le cloner, avoir les évolutions de la partie back-end et de la logique. Sachant que je vous rappelle qu'il y a des librairies partagées qui sont utilisées aussi bien côté front que back. Par exemple, justement, la déclaration. Qu'est-ce qu'une entité? Une entité, c'est exactement la même interface côté back que front. On les définit de la même manière. Ça, c'est des trucs que vous pourrez perdre si vous faites d'autres frameworks dont je tairai le nom en front, quoi. Donc voilà. Ou pas, hein, je sais pas, je peux ne pas taire le nom, mais ouais. De rien.